Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse aux pauses professionnelles à travers un baromètre, le baromètre de l'emploi LinkedIn. On en parlera avec Mehdi Ramdani, les rédacteurs en chef LinkedIn Actualité. L'actualité que vous suivez sur LinkedIn, j'en suis sûr, il est notre invité. Le cercle RH, la transmission et la reprise d'entreprise, c'est un enjeu majeur parce qu'on risque des pertes d'emploi. Beaucoup de dirigeants de PME, de TPE ont aujourd'hui 55 ans. Il va falloir céder et pouvoir reprendre son entreprise. Enjeu d'emploi et de compétitivité. On en parlera avec Dominique Restino. Il est le président de la CCI Paris-Île-de-France. Et puis Lauriane Dijol, présidente du groupe Albaron. Elle a repris, elle aussi, dans son aventure entrepreneuriale, une entreprise. Ils seront nos invités. Fenêtre sur l'emploi, maîtriser la langue française pour bien manager. Vous l'avez compris, l'idée c'est de parler convenablement le français à ses équipes, sans faire trop de fautes d'orthographe, sans être trop vulgaire aussi. C'est important, on en parlera avec Yves Richer. Il est docteur en sémiologie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Les pauses professionnelles dans bien dans son job. Est-ce que vous avez entendu parler de ces pauses professionnelles? Peut-être pas. Peut-être l'avez-vous fait tout simplement. On en parle avec Mehdi Ramdani. Bonjour Mehdi. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Rédacteur en chef LinkedIn Actualité. Vous savez, sur les petits rectangles d'actu que vous regardez, je pense que vous êtes très friand. Moi, je le suis en tout cas du digest de l'actualité. C'est orange. Donc on le distingue bien sur la page, sur la homepage. Et au sein du baromètre, et à l'intérieur de ce baromètre de l'emploi LinkedIn Actualité d'octobre 2024, il y avait un élément un peu original sur la pause professionnelle. D'abord, qu'est-ce que c'est? Quelle définition vous donnez à la pause professionnelle? Oui, alors une pause professionnelle, c'est une interruption dans la carrière, donc qui peut durer quelques mois, voire plus. Mais voilà, vraiment la définition, c'est une interruption dans la carrière, et la spécificité, c'est que depuis 2022, on permet en fait aux membres de LinkedIn d'afficher ces pauses professionnelles sur leur profil. Voilà un petit peu la particularité. Voilà les datas, les données que nous avons étudiées. Alors, pour se le dire en creux, auparavant, quand on faisait son CV sur LinkedIn ou son CV à la main, on gommait ses pauses professionnelles parce qu'on se disait « Oh là là là, j'ai été 2 ans à l'étranger pour découvrir le monde, ça passera jamais ». Là, vous nous dites à l'envers, nous on les affiche parce qu'elles disent quelque chose du candidat ou du collaborateur, c'est ça en fait. Exactement, en fait l'objectif était à la fois de normaliser ces pauses professionnelles qui font partie d'une carrière aujourd'hui, d'un parcours de vie professionnelle, et puis aussi l'objectif était de permettre aux membres qui les souhaitaient de les mettre en avant, de les valoriser. Effectivement, un voyage, pourquoi pas, d'un an, un tour du monde d'1 an, qu'est-ce que vous en avez appris, ou alors une reconversion, il a parfois fallu vous former à un nouveau métier. Tout ça, ce sont des pauses professionnelles qu'aujourd'hui on peut valoriser. Alors 2 chiffres intéressants et qui sont d'ailleurs analysables, enfin sur lesquels j'imagine que vous avez des commentaires. La pause professionnelle chez les femmes et les motifs, on va le voir, c'est le congé parental à 23,5. Ouais. Mais quand on regarde chez les hommes, alors c'est un peu différent. C'est la poursuite d'un objectif personnel, presque le même chiffre à 22,8. C'est pas les mêmes pauses, hein. Oui, si je peux me permettre. Non, mais c'est le premier enseignement de ce baromètre de l'emploi qui visait notamment justement à comparer en fait la manière dont les femmes et les hommes faisaient ces fameuses pauses professionnelles. Et effectivement, le premier chiffre qu'il ressort, c'est que 23,5. Les femmes sont d'abord 53% de plus à afficher des pauses professionnelles sur leur profil. Donc ça, c'est une vraie différence d'une part. Et donc ce qui montre qu'effectivement, elles font davantage de pauses dans leur carrière, oui. Ce qui traduit... Par la force des choses, j'ai envie de dire. Voilà, d'autant que, et c'est le deuxième enseignement de ce baromètre, la parentalité, pour les femmes, c'est le premier motif de pause professionnelle. Alors la proportion des femmes françaises qui font une pause, pour affiner un tout petit peu, une pause professionnelle dans le cadre d'un congé parental, c'est 23,5, qui est équivalent au chiffre de tout à l'heure, mais chez les hommes, ce n'est que 4,5 pour ceux qui font une pause dans le cadre d'un congé parental. On voit quand même que là, encore une fois, l'inégalité femmes-hommes, elle est là quand même. L'inégalité est là, très clairement. D'ailleurs, c'est assez symptomatique de carrières qui sont souvent un petit peu différentes entre les hommes et les femmes. Parfois, un accès à des postes à responsabilité qui est plus difficile à avoir quand on est une femme, notamment parce qu'on a pu faire ce type de pause. Donc, on a vraiment encore des stéréotypes de genre qui persistent dans le monde professionnel. Et l'autre information qui est aussi intéressante, c'est que les hommes, eux, donc font des pauses professionnelles, en font peut-être
on met en fonds également. Et surtout, dans la majorité des cas, c'est pour des projets personnels. Personnel, ça c'est intéressant, ça veut dire soit une reconversion, soit une création d'entreprise, soit toute autre chose. On a parlé des voyages. Sur la durée, là aussi, il y a des différences. Et là aussi, il y a des différences, effectivement, et en particulier donc, sur ces fameuses pauses pour des motifs de parentalité. On constate que les femmes vont s'arrêter 18 mois en moyenne et 12 mois pour les hommes. Donc même là, il y a une inégalité, puisqu'on sait que plus l'interruption est longue, plus potentiellement ça va avoir un impact sur la carrière. Pour en revenir à LinkedIn, vous êtes le rédacteur en chef, donc je le rappelle, de LinkedIn Actualité. Il y a quelque chose d'assumé dans le choix de la plateforme que de mettre ses pauses. C'est de dire, il faut assumer. C'est ça que vous nous dites. Complètement. Nous, ce qu'on dit, c'est absolument naturel d'avoir des pauses dans une carrière professionnelle aujourd'hui. N'en ayez pas honte. N'en ayez pas honte et surtout, essayez de les valoriser. Qu'est-ce que vous avez pu en retenir, en apprendre, qu'est-ce que ça vous a permis d'accomplir? Parce que ça, pour le coup, pour des employeurs, c'est des recruteurs, c'est tout à fait pertinent et ça peut être complètement valorisé. Alors, pour terminer, dans l'étude, on a une photographie mondiale, c'est que les femmes en Europe, au Moyen-Orient, sont 33% plus nombreuses à déclarer une pause contre 21% seulement en Asie-Pacifique. C'est assez intéressant. Là, on reste sur la population féminine. Complètement. Il y a des différences continentales. Il y a clairement des différences aussi qui sont liées aux dispositifs sociaux, politiques qui peuvent être en place dans certains, et culturels aussi d'ailleurs, qui peuvent être en place dans certains pays. Donc oui, complètement. Merci Mehdi Ramdani. Merci d'être venu nous rendre visite, rédacteur en chef LinkedIn Actualité. On est tous connectés à LinkedIn. Notre émission est beaucoup vue sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Et puis l'actualité, c'est plutôt un bon digest quand on n'a pas le temps de regarder l'actualité. Allez sur l'actualité LinkedIn. Merci de nous avoir rendu visite et allez jeter un œil sur ce baromètre. Il est toujours d'actualité du 30 octobre 2024. Baromètre de l'emploi LinkedIn Actualité. LinkedIn, je l'ai bien dit. Pas facile, hein? Pas facile. C'est une formation. On va faire de la sémiologie tout à l'heure. Je vais pouvoir travailler mon articulation. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle des reprises d'entreprises ici sur le bassin d'emploi d'Île-de-France. Des milliers d'entreprises sont à reprendre. Beaucoup d'entrepreneurs vont céder ou vont partir en retraite. Comment faire? Eh bien, pour ne pas perdre d'emploi, pour ne pas perdre en compétitivité, on en parle avec mes invités et c'est le Cercle RH. Le Cercle RH, pour parler d'un sujet, quelque part, c'est un peu une zone grise. Vous savez, ces sujets, ils sont essentiels, mais on n'en parle pas beaucoup. On a décidé d'en parler. Les reprises, les cessions d'entreprise, il y a des enjeux d'emploi très forts. Maintenir l'emploi, beaucoup de salariés et patrons de PME, TPE ont plus de 55 ans, vont partir en retraite et ce sont des entreprises qui vont disparaître avec leurs salariés. D'où l'importance de parler ici, sur ce plateau, de la reprise, de la cession d'entreprise. Mes invités sont avec moi. Honneur aux femmes, Lauriane Dijol, ravie de vous accueillir. Présidente du groupe Albaron, qui est un groupe qui travaille dans l'ingénierie, le travail du bâtiment, rénovation, tout corps de métier, comme dirait l'autre. C'est un groupe qui travaille dans la prestation de services pour l'habitat, l'immobilier, plus particulièrement les copropriétés. Donc nous avons plusieurs corps de métier en bâtiment, donc l'électricité, la plomberie, la couverture, tout ce qui est la menuiserie, refaire les portes d'entrée, portes sas, des interphones, et tout cela sur la région de Lyon et de l'Île-de-France. Île-de-France, et c'est la raison de votre présence, parce que vous êtes la championne de la reprise, toute reprise confondue. Parce qu'on va en parler avec vous, reprise de l'entreprise familiale, mais auparavant reprise d'entreprise de manière classique. Oui. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire partager votre expérience. Avec nous, Dominique Restineau, vous avez souri parce que vous avez été très impliqué dans l'entreprise précédente, puisque Madame Lauriane a été accompagnée par la CCI Île-de-France. Vous êtes le président de la CCI Paris Île-de-France. Vous avez été chef d'entreprise, vous avez créé votre entreprise. Je suis toujours chef d'entreprise. Et vous êtes toujours chef d'entreprise, évidemment, cher président. Ce sujet de la reprise, c'est un sujet majeur. Quand on voit les chiffres, je notais dans un des titres qu'il y a plus de 400 000 entrepreneurs, PME, TPE, tout confondus, qui ont plus de 55 ans et qui, de fait, ont des employés et qui vont fermer leur boîte faute de repreneurs. Est-ce que c'est bien ça le sujet? Alors, le risque, c'est celui-ci. Le sujet de la transmission d'entreprise est un sujet majeur. En France, nous avons gagné la bataille de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. Ça fait plus de 20 ans. Alors, il faut l'entretenir. Mais celle-ci, on l'a gagnée avec des TPE, des PME, avec, bien sûr, des profils de cadres supérieurs, mais également avec des jeunes, également avec des femmes qui reprennent des entreprises. Et justement, nous avons le très bel exemple avec nous aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. Le véritable enjeu aujourd'hui, en tout cas, c'est mon combat, c'est la
transmission reprise d'entreprise, et également en tant que personne physique, et également en tant que personne morale. Parce que là, il y a un véritable enjeu, vous l'avez dit. Alors, on prend souvent l'âge du capitaine à 55 ans. C'est la référence qui est choisie. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de dire, plus ça va. On va pas rentrer Moins sur... ça va. Non, mais on va pas rentrer sur le sujet de la retraite. Donc tout le monde travaille un petit peu plus longtemps, bien évidemment. Et donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart des chefs d'entreprise qui ont 60 ans et plus. Et là, la cible, elle devient de plus en plus importante pour nous, parce que c'est du lien économique, c'est du business, mais c'est de l'emploi, vous l'avez dit. Donc en Ile-de-France, c'est à peu près 480 000 entreprises pour les plus de 55 ans. Chaque année, absolument. Chaque année, c'est également entre 80 000 et 100 000 emplois qui sont menacés, même si bon nombre, c'est plus de 60% des entreprises qui n'ont pas de salariés. Mais ce sont les activités. Et quand on vient, et même en Ile-de-France, mais partout en France, puisque je suis en charge avec ma collègue de Corrèze d'ailleurs, sur le sujet de la transmission reprise au niveau national avec CCI France où je suis vice-président, c'est plus que de l'emploi, c'est plus que de l'économie, c'est du lien social, c'est de l'humain. Maintenir les entreprises dans les territoires. Exactement, aussi, évidemment. Maintenir ces entreprises parce que c'est la vie. C'est comme le commerce, c'est la vie et il faut qu'il y en ait dans l'ensemble des territoires. Et donc l'exemple que nous avons ici même, c'est d'avoir repris aussi bien en tant que personne physique et ensuite en tant que personne morale et en plus d'entreprise familiale où là nous avons un sujet dans notre pays par rapport à l'Italie par exemple, sur le Québec que je connais bien. Sur la fiscalité, sur la transmission. Oui, mais bien sûr. Évidemment. Mais surtout c'est que les chefs d'entreprise français ne cèdent pas dans leur famille. C'est vrai. Voilà. Et j'espère qu'on aura le temps. Il y a un enjeu psychologique et là je me tourne vers ceux qui vont céder, de leur dire commencez à préparer tôt la cession d'une entreprise. C'est comme un bébé. Il faut savoir se séparer du bébé et c'est pas simple. Vous avez repris des entreprises, vous avez cédé, repris. Je lisais en préparant l'émission qu'on a gagné la bataille de l'entrepreneuriat, mais la solidité et la survie des entreprises quand elles sont reprises est bien plus grande qu'un entrepreneur qui crée from scratch son entreprise. C'est évident. Pourquoi vous avez décidé de reprendre plutôt que de créer votre entreprise ? Eh bien, j'avais déjà un projet d'être à mon compte, ça c'est très important. Et en effet, j'avais un modèle familial, puisque mon père avait repris beaucoup de sociétés déjà. C'est ça. Avait fait pas mal d'opérations de croissance externe. Et il m'avait fortement incité à faire de même. Et dans un contexte personnel, indépendamment du groupe déjà préexistant, qu'il avait fondé lui en bâtiment. Et c'est ce que j'ai mené donc à l'âge de 33 ans. Je me suis lancée, j'ai quitté les grands groupes. Dans cette aventure, il faut bien le dire, un repreneur personne physique, ça a été long, 24 mois. Je me suis formée, mais il y a des très bonnes formations à la Chambre et il y a beaucoup d'offres aujourd'hui pour se former à la reprise d'entreprise. C'est extrêmement important, il faut se professionnaliser. Et puis le plus long du projet, c'est la recherche de cibles. Le sourcing, oui. Alors il y a tout ce qui est officiel, il y a des plateformes, mais c'est pas du tout suffisant. Il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire quoi ? Le réseau, les experts comptables, aller sur les salons, oser dire je suis un repreneur, vous ne seriez pas à vendre, il faut tout tenter. Et puis bien sûr... Un peu comme dans l'IMO là pour le coup, votre maison est à vendre, ah oui elle est à vendre, elle m'intéresse. Et puis, bien sûr, faire accompagner. Les équipes de la Chambre ont une offre d'accompagnement des repreneurs pour aller avec à la fois aider le repreneur à être bien clair sur son projet à travers une fiche repreneur et puis écrire, sourcer des cibles. Ça, c'est important. Un travail de défrichage et d'écrire à ses potentiels cédants ou dirigeants avec l'entête Chambre de commerce qui est vraiment un label qui donne du poids et un crédit et qui permet effectivement de prospecter pas mal et de rencontrer pas mal de monde. À mon actif, j'ai rencontré plus de 30 dirigeants quand même. J'ai étudié 60 dossiers. Donc il y a quand même un écrémage, il y a un choix, on pèse le pour, le contre, il y a des éléments positifs. Juste Dominique Restineau, l'accompagnement, je lisais, la CCI Paris Île-de-France a accompagné, pérennisé plus de 10 000 entreprises ces 10 dernières années. Ça veut dire 10 000 entreprises sauvées, qui ont grandi, qui ont prospéré, dont le chef d'entreprise alors, transmise.
Soyons constructifs et positifs. Non, mais quand je dis sauver, c'est des entreprises, s'ils n'avaient pas été reprises, qui auraient potentiellement disparu. Pas forcément, non. Il y a de l'accompagnement parce que les chefs d'entreprise se posent la question et souhaitent le faire également. Ils sont accompagnés. On accompagne à la Chambre de commerce de Paris-de-France aussi bien les repreneurs que les cédants. D'ailleurs, il y a 3 fois plus de repreneurs que de cédants. C'est difficile de dire que nous sommes cédants. Et Lauriane a totalement raison. Il faut aller au-devant d'eux. Et nous montons. Et bousculer un peu, quoi. Depuis 10 ans, nous avons une opération qui s'appelle Transfert en Ile-de-France. On pourra peut-être en parler, qui maintenant s'est démultipliée dans les Hauts-de-France et peut-être ailleurs prochainement. Mais en clair, l'accompagnement que nous avons, Lauriane l'a très très bien dit, c'est un accompagnement intuitif personné quand même, déjà de savoir, parce qu'on va sur la recherche de cible. Mais avant de rechercher la cible, il faut savoir quelle est la cible qu'on cherche. Et donc c'est quelque chose où les conseillers qui travaillent dans ce département, c'est cadrer le projet et savoir quelles sont nos forces et nos atouts. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un va faire. C'est prendre des risques. Parce que s'il faut du financement, il faut que le banquier suive quand même. Il y a toujours ce. Donc c'est la légitimité du repreneur. Alors c'est sa légitimité bien sûr. Ensuite c'est la recherche de cible, l'accompagnement dans la recherche de financement. Et puis nous sommes un tiers de confiance. Donc on travaille, nous, avec les experts comptables, les avocats, les notaires. Il faut toujours travailler avec les notaires. Et il faut penser que les jeunes entreprises doivent penser dès le départ aux notaires. Parce que c'est un enjeu. Et sur la gestion patrimoniale de l'entrepreneur, je pense que nous, je me mets dedans, nous n'y pensons pas suffisamment et c'est extrêmement important parce que parfois, c'est un problème un jour ou l'autre. Et donc, c'est tout cet accompagnement côté repreneur et bien sûr côté cédant que nous faisons. Nous avons également, à côté de notre business unit qui fait de la transmission reprise d'entreprise, je le dis pour tous vos auditeurs, Branca Berthoumieux, c'est son équipe. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur ce sujet sur toute l'Île-de-France pour l'ensemble et véritablement il y a une approche avec un écosystème. Juste un petit mot sur la cartographie, parce que vous évoquiez tout à l'heure la difficulté qu'on a, une fois qu'on a à peu près ciblé ses compétences et la cible, la cartographie des entreprises. Comment on fait? Vous avez un fichier, il y a un bottin CCI où on se dit tiens, je cherche boucherie, je vais en la lettre B. C'est ça. Il y a les fichiers Diane, bien évidemment, voilà, et tout le monde travaille dessus, c'est sûr. Après, il y a une approche. Et là, Lauriane a raison, c'est quand... Vous savez, je suis toujours, mais j'avais des entreprises que j'ai cédées également, que j'ai vendues, beaucoup plus importantes. Chaque semaine, je recevais des offres de services si je voulais vendre, parce que des cabinets de conseil, voilà. Croissance externe, d'entreprises qui veulent grossir. Et de la croissance externe, mais en clair, les cabinets de FUSAC, c'est leur business. La Chambre de commerce de Paris-de-France, c'est un établissement public, d'accord, à l'écoute des entrepreneurs, dirigé par des collaborateurs et par des chefs d'entreprise. L'enjeu n'est pas le même. Nous sommes d'intérêt général. Lauriane, l'aventure professionnelle, dans toute votre histoire de reprise morale, physique, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que d'abord, c'est galère au départ quand même, parce qu'il faut chercher, on n'est pas sûr, on ne trouve pas forcément. Il y a 24 mois, elle a dit. 24 mois. Très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, dans le processus de recherche, on chemine aussi. Et on peut s'apercevoir que le projet qu'on avait initial, c'était pas le rêve qu'on avait, en fait, c'était pas le bon rêve. Et moi, entre-temps, j'ai recentré ma recherche parce que j'ai rencontré des dirigeants, parce que je suis allée dans les régions, et il y a des choses où je ne me suis pas projetée. Donc, ce que j'en retire, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité déjà. Beaucoup d'humilité en tant que repreneur, personne physique, d'une part, et puis même en tant que repreneur personne morale, parce que vous rentrez dans une boîte, les salariés vous attendent en disant c'est le repreneur là. Voilà, le dirigeant il vous attend pas pour vendre finalement, donc c'est aussi un acte de vente personnel. C'est à vous de séduire le dirigeant cédant. Exact. Très intéressant. Il vend son bébé quand même, c'est souvent. Il va choisir. Il va choisir à qui il veut confier parce que ça joue sur ses équipes, sur sa sortie. Enfin voilà, c'est très important. Donc moi j'ai appris. C'est très psychologique tout ça. J'ai appris la persévérance dans ce projet et beaucoup d'humilité. Et bien sûr que quand on reprend une entreprise, on n'a pas forcément non plus toutes les cartes en main. Donc il y a une part de risque, il y a ce que vous acceptez de prendre comme risque et d'incertitude quand vous faites ce projet. Et pendant les 24 mois, c'est une question un peu de béotien, mais on continue à avoir une activité professionnelle où le temps que vous passez à la reprise, il est à 100% brûlé par la reprise. Vous êtes d'accord? Arnaud, vous faites des émissions sur l'emploi.
c'est un vrai job de chercher un job. C'est ça. C'est un vrai job de chercher une entreprise à reprendre. Et 24 mois, c'est entre 12 et 24 mois la période généralement. Et vous savez, c'est pour ça que nous avons créé les clubs Reprenez-Haut à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France pour accompagner, et parce qu'il y a ce que nous faisons avec eux, mais ils se voient entre eux. Parce que parfois, le moral, vous savez, quand vous êtes sur une cible et qu'à un moment, vous vous dites, l'entreprise, celle-ci que je viens d'étudier, c'est ma boîte, c'est celle que je veux reprendre. Et qu'elle vous passe sous le nez. Et puis qu'il vous reste 6 mois ou 8 mois justement, très souvent. De trésor. De trésor. Pour le dire simplement. Et grâce à France Travail. Ouais, Premier business angels de France, ouais, quand même. C'est vrai, qui permet de faire le relais. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, vous aviez France Travail dans votre émission. Très souvent. Je salue leur travail, véritablement. Nadine Crinier, la directrice Nadine Crinier, bien sûr. Et là, c'est le moral qui joue. Vous avez dit, c'est psychologique pour le Sénat. Bien sûr qu'il vend peut-être 20 ans, mais 30 celui ans. Qui cherche aussi. Mais celui qui cherche et qui a son mari, ou sa femme. Les amis même, le cercle social. Voilà, tout ça, je veux dire, il y a une inquiétude. Une pression, en fait, qui s'installe. Bien sûr qu'il y a une pression. Elle va trouver, c'est le bon choix, est-ce qu'elle fait le mauvais choix? Et puis il y a les enjeux financiers. Là, vous jouez avec le toit que vous avez au-dessus de la tête quand vous l'avez, les études de vos enfants quand vous avez 40-50 ans, où c'est généralement le profil type de la reprise. Là, Lauriane, 33 ans, c'est assez rare. Elle les fait pas, hein. Ouais. Non, mais c'était la première reprise. Il y a 2 ans. Je souris, Lauriane. Soyons élégants. Mais là, aujourd'hui, à l'instant où vous êtes, donc vous avez repris l'entreprise, cette fois-ci familiale, donc entreprise que vous connaissiez. C'est quoi la prochaine étape? Vous dites, je vais stabiliser le groupe familial, ou vous êtes déjà en train de penser à la cession du groupe familial? Comment? Excusez-moi. Alors la prochaine étape, déjà, il a fallu structurer un groupe. Voilà, c'est ça. Non, mais la première étape, ça a été celle-là, en partant d'entreprises, de bâtiments qui ne se parlaient pas. Tout rassembler. Donc on a structuré un groupe, ça veut dire faire des synergies, ça veut dire créer des choses en commun. Gros travail. Une plateforme de marque, voilà, une ambition. Ma prochaine étape, je le souhaite ardemment, c'est de continuer la reprise. Et c'est des projets de croissance externe, et c'est le développement, bien sûr. Donc vous allez grossir cette fois-ci en allant voir, en disant, mais vous ne le sauriez pas à vendre? Oui, mais en allant aussi, avec des projets derrière. Parce que vous savez, il y a beaucoup de projets de croissance externe aujourd'hui qui sont soutenus par des partenaires financiers qui ont une logique beaucoup plus financière. Très business. Nous, on est encore dans une logique de projet industriel, d'intégrer des hommes et des femmes. Ce qu'évoquait Dominique Crestino, une forme de service public de l'entreprise, ce qu'il évoquait à travers la CCI. Oui. Si je peux me permettre. Oui, mais Lauriane, elle a son groupe qu'elle est en train de développer. Voilà. Et c'est ça qui est remarquable. Là, je le dis très sincèrement, j'en vois tous les jours des chefs d'entreprise. La démarche qu'a eu Lauriane, je le dis souvent, généralement, tout le monde cherche l'entreprise entre 20 et 50 salariés, in bonis, pas trop cher, et surtout, si c'est la belle endormie qu'on va, bien évidemment, le cédant s'endormait, et moi je suis le héros. Je la pêche, je suis le héros. C'est vrai. Alors, les chefs d'entreprise sont des héros, je vous le redis, je l'ai déjà dit sur ce plateau, les chefs d'entreprise sont des héros, en tout cas pour moi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et par contre, c'est pas ça en réalité qu'il faut avoir, et il faut beaucoup d'humilité. Lauriane l'a dit, mais très souvent, il n'y a pas. 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. 97%. C'est le tissu économique. C'est le tissu économique. Donc, cherchez ce type d'entreprise. Mais ça se comprend, je peux vous l'expliquer pourquoi ils cherchent ça. De l'autre côté, c'est peut-être regarder une plus petite entreprise, une fois, et de faire, pardon pour le terme, un peu de build-up. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bien sûr. Pour se poser. Et elle a. Grandir par étapes. Lauriane. Ouais, c'est vrai. Grandir par étapes et pas avoir les yeux plus grands que le ventre, puisqu'on a fait beaucoup de métaphores. Oui. Merci Dominique Dorestino, je vous appelle Dominique, mais qu'est-ce qui me prend de nous faire partager votre passion aussi de l'entreprise, la passion des entrepreneurs, ceux que vous accompagnez au sein de la CCI Île-de-France. Merci Lauriane, c'est un vrai plaisir. Merci. Lauriane Dijol qui fait grandir votre groupe, le groupe Albaron, et une spécialiste. Si vous cherchez quelqu'un spécialiste de la reprise, allez voir Lauriane Dijol. Avec grand plaisir. Parce que c'est intéressant aussi d'écouter les conseils de ceux qui l'ont fait. Bien sûr, et elle était avec nous sur Transfert, l'opération qu'on va retrouver pendant le mois de la transmission d'entreprise dans toutes les chambres de commerce de France, avec des événements autour de la transmission et de la reprise d'entreprise, personnes privées ou également entreprises personnelles. Eh bien voilà, nous sommes en retard. Eh bien voilà, Nicolas Juchavat, mille merci à vous deux. C'était un vrai plaisir de partager ce moment, comme d'habitude. Dominique Crestino, Lauriane Dijol, nous sommes en retard. On tourne une page. C'est Fenêtre sur l'emploi.
Fenêtre sur l'emploi, et c'est la première fois qu'on accueille un sémiologue sur notre plateau. Yves Richesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sémiologie. C'est quoi la sémiologie? C'est quoi votre mission ou votre fonction? Alors la mission en tant que sémio-anthropologue, mon cœur de profession, c'est de documenter les activités humaines, les métiers. Donc je me rends sur le terrain, j'observe les personnes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc je l'ai fait en Chine, je l'ai fait dans l'Himalaya, je l'ai fait aux Philippines, en France évidemment. Et je vais chercher à identifier les mots justes grâce auxquels on peut objectiver un métier indépendamment de l'idée qu'on s'en fait. Les mots ont un sens, je défonce une porte ouverte, mais les mots ont de la force. Aujourd'hui, on voit des managers qui utilisent une langue immangeable ou qui parfois maîtrisent mal la grammaire et utilisent même de la vulgarité. J'écoutais François Bayrou qui parlait de son bégaiement, peut-être en faisant Jones, il disait c'est dégueulasse. On comprend ce qu'il voulait dire. Les mots et la manière dont on les prononce, ils ont un impact quand même sur la manière dont on va piloter, contrôler, diriger. Il faut bien comprendre que le mot en tant que tel, ça vient de mutum, c'est-à-dire le son. C'est le grognement, c'est grommelé. La notion du son, c'est intéressant puisque un bon mot, c'est celui dont on maîtrise le bon verbe. Verbum, la parole, le mot. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout métier est structuré par des verbes. Et le verbe donne 3 informations capitales. En tout cas, dans mon métier, c'est fondamental de bien maîtriser ça. Et les managers, aujourd'hui, ne maîtrisent plus la langue française parce qu'ils maîtrisent surtout des métaphores, des allégories. C'est vrai. Et dès lors qu'on travaille en allégorie, l'exemple du mot talent en est le plus démonstratif. Oh, merci. C'est que dès lors qu'on dit qu'une personne est un talent, on est bien dans l'allégorie, on est même dans l'hypertrophie identitaire allégorique. Ça veut dire qu'on attribue à un individu une qualité qu'il ne peut pas avoir, puisque l'allégorie elle est religieuse, et le talent à l'origine c'était une unité monétaire, une unité de valeur. C'est vrai. Donc, vous voyez, et lorsque moi je vais travailler sur le talent, je ne travaille pas sur la personne, je travaille sur sa production. C'est-à-dire à la fois qu'est-ce qu'elle produit d'utile et ce pourquoi elle est estimée. Et pourquoi ça met une pression sur le collaborateur? Parce qu'il se dit, mais on m'attribue un titre qui globalement est quoi? Exagéré, communicant, poudre aux yeux. La problématique fondamentale, dès lors que vous attribuez le titre, l'identité de talent à un individu... Combien de DRH le disent? Combien? Eh bien, vous allez rentrer dans un jeu assez pervers finalement, puisque vous le mettez en comparaison. Puisque si j'ai du talent, est-ce que l'autre en a? Est-ce que j'en ai? Et vous rentrez dans un amorce de concurrence. Et le mot concurrence, il a deux obédiences. Soit c'est la rivalité, qui est animée par la jalousie, et on sait tous vers quoi ça va. Soit ça va plus rarement vers l'émulation. Fair play, etc. Et on a une culture plutôt de concurrence et de rivalité. Donc la maîtrise des mots, c'est savoir exactement, dès lors que j'utilise un mot, qu'est-ce qui va avoir comme effet domino sur toute la chaîne de pensée, la chaîne d'action sur le terrain. Juste un mot, parce qu'il nous reste qu'1 minute 30, évidemment tout ça me semble un peu trop court et je m'en excuse, mais par rapport à vos examens himalayens ou d'autres pays, la langue se pratique. Évidemment la langue est différente, mais l'utilisation des mots n'est pas le même au sein des organisations. Je vais donner un exemple très concret. Si vous prenez la langue chinoise, elle est à l'écart de la nôtre. On n'a absolument rien à voir, il n'y a pas le même fond d'entente. Nous, on est plutôt une langue romane, on est une langue qui est issue des Grecs, et on a perdu d'ailleurs cette essence-là. Donc il y a de la différence entre les Italiens, les Anglais et nous, et il y a de l'écart entre les langues asiatiques et la nôtre. Donc on ne peut même pas comparer le fond d'entente. Quand vous dites le fond d'entente, c'est même l'utilisation du verbe et des mots pour piloter une organisation. Oui, je ne suis même pas sûr qu'on puisse parler de verbe. Alors verbum au sens de la parole, oui, mais le traitement même de l'idée du mot n'a pas de comparaison. Avant de nous quitter, la grammaire, les fautes d'orthographe, la vulgarité, toutes ces espèces de langage, vous parliez de métaphores, d'images, ça cache quoi? Ça cache de la médiocrité? Ça cache de la manipulation? En fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, d'abord, la grammaire. Moi, je suis spécialiste en lexicologie. La lexicologie, c'est l'étymologie, la synonymie. La grammaire, c'est normalement l'articulation des mots. Et la rhétorique, c'est l'éloquence. On est rentré dans une culture depuis 60 ans qui est grammairienne et rhétorique. Exact. Et on a perdu le sens de la lexicologie. Ce 3e pied du tabouret a été quasiment perdu. Et même... Je pense que certains grammairiens grinceront un peu des dents, mais il y a eu une forme de coup d'état de la grammaire sur la lexicologie. Or, la lexicologie, c'est une discipline à part entière, et si on ne maîtrise pas les notes de musique, ce n'est pas parce qu'on connaîtra le solfège qu'on pourra jouer. Vous êtes passionnant, Yves Richesse. Vous faites des conférences, vous êtes aussi à la tête d'une maison d'édition, les éditions de l'Homo Viator, c'est comme ça qu'on appelait Ulysse.
Exactement, l'homme qui se forme par le voyage. Je fais l'ours savant, mais vous l'avez dit juste avant de commencer l'émission, docteur en sémiologie. Merci de nous avoir rendu Merci à visite, vous. c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Héloïse au son, merci à Nicolas Juchat qui me tire les oreilles et merci à Juliette pour la programmation. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.